public, mesdames, messieurs, bienvenue à cette table ronde du Forum de Giverny consacrée au thème modèle d'affaires inclusif, lutter contre la pauvreté et les injustices pour favoriser une transition juste. Alors nous sommes ensemble pour 45 minutes, ne rabotons pas déjà le temps. Et pour introduire le sujet, je ne saurais avoir de mots plus justes que ceux de l'introduction des propositions que vous avez avec vous. Dans un contexte marqué par des inégalités persistantes, la question de l'inclusion économique et sociale revêt une importance particulière. Pierre angulaire de toute société démocratique, l'inclusion est indispensable au bien vivre ensemble, à la confiance et à la prospérité collective. Alors, pour travailler à davantage d'inclusion, le groupe de travail de 16 personnes a composé 5 propositions, dont les objectifs sont de systématiser les initiatives inclusives du monde professionnel, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Les deux coprésidents, Laurence Perrault et Antoine Cyr, vont présenter les propositions, et puis messieurs Vermaux-Desroches et Hainaut pourront y réagir aussi. Laurence Perrault, je me tourne vers vous sur la première proposition qui concerne les projets de coopération entre des acteurs publics, privés et associatifs dans les territoires. Selon vous, il faut absolument réconcilier public et privé, et au LEM, vous travaillez de près avec le ministère de la Santé, par exemple, pour répondre aux enjeux de santé publique. Quelle est votre expérience de la collaboration publique-privée? Quels freins sont à lever et comment s'y prendre? Merci beaucoup, et merci beaucoup pour votre projet. C'est hyper enthousiasmant. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et en écoutant les tables rondes depuis ce matin, j'avais effectivement envie qu'on se reparle du vivre ensemble, en réalité. Et si on veut arriver tous à créer de la richesse pour tous et pas de la richesse pour certains dans un monde qui s'appauvrit, alors peut-être qu'une de nos propositions sur une meilleure coopération, ça pourrait être un bon début. Moi, j'ai envie de vous parler effectivement. Alors, j'ai une expérience depuis toujours dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai pu œuvrer, dans tous les secteurs, que ce soit la banque, l'assurance, la santé, l'agroalimentaire et la santé maintenant, puisque le LEM, pour ceux qui ne le connaissent pas ou celles qui ne le connaissent pas, en fait, je représente l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques en France qui œuvrent pour faire que chaque jour, nous ayons chaque jour les traitements dont on a besoin, sans hiérarchie de valeur, juste les traitements dont on en a besoin, là où on en a besoin, notamment sur le territoire français. Et que c'est dur. Que c'est dur parce que nous vieillissons tous, parce que la demande est plus forte, parce que nous voulons vivre en meilleure santé. Et donc, si on veut que ça se réalise, alors il faut une coopération, puisque c'est une industrie qui est régulée, et tant mieux. On a beaucoup parlé de régulation jusque-là. C'est mieux réguler pour mieux vivre ensemble, pour faire en sorte que notamment ce pays qui est la France, qui est le pays de la carte verte, ne devienne pas seulement le pays de la carte bleue. Et au-delà de cette phrase, c'est du coup la nécessité impérative de créer des coopérations, de créer un contexte de discussion pour que ces négociations aboutissent. Donc moi, ce qui m'anime dans ce rôle de représenter ce secteur, c'est d'essayer de trouver des voies de sortie. Et on représente 100 000 emplois en France. On est partout dans toutes les régions de France, plus de 50 entreprises sur le territoire français. Comment on arrive à mieux travailler ensemble? Va s'ouvrir dans quelques jours les discussions autour du projet de loi de finances, de la sécurité sociale notamment. On est là pour trouver des solutions de sortie de crise. Quand j'ai travaillé récemment chez Danone, au moment de la grande crise du lait notamment, vendre des yaourts qui ne sont pas des yaourts bons pour tous, ça veut dire bon pour les territoires, bon pour les agriculteurs, bon pour les Français, bon pour Jacques est dans la salle, les familles qui en ont le plus besoin, alors ça n'a pas de sens. Donc on avait ce projet chez Danone de réconcilier l'économique et le social, et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui en représentant des entreprises qui veulent réconcilier public-privé parce qu'on a absolument besoin de travailler ensemble. Et on va parler de cette protection des publics les plus précaires. Je me tourne vers Gilles Vermaux-Desroches pour cet exemple. Comment est-ce qu'on peut illustrer de manière très concrète la collaboration entre des acteurs privés, associatifs, publics? Merci. Pour passer devant vous, et c'est toujours un plaisir, on passe dans le bureau d'à côté chez le maquilleur ou la maquilleuse. Et il y a quelques minutes, j'ai fait cet exercice, et le maquilleur m'a dit 3 fois « Regardez en haut ». Et je trouvais ça assez intéressant parce que j'ai souvent l'impression que quand on parle d'inclusion et d'insertion, on regarde en bas. Alors même que c'est probablement pour nos entreprises, puisqu'on est ici du côté des entreprises, une bonne manière de considérer que ce n'est pas la cerise sur le gâteau ou le chemin obligé
pour que quand on vienne nous voir dans notre entreprise, ça soit plus propre, plus rangé, plus tout ce qu'on veut, mais qu'il faut regarder en haut, parce qu'au fond, on est en train de changer dans les enjeux de durabilité de tous les efforts pour la transition vers une réflexion sur la juste transition, et ceci à niveau mondial et local. Et pourquoi on dit la juste transition? Parce que la manière dont on la pense depuis 20 ans n'est pas juste. Parce que la manière dont on la pense depuis 20 ans, et une boîte d'ingénieurs comme Schneider y est très engagée, c'est de mettre des solutions sur le marché pour faire la transition telle qu'il faudrait la faire quand on a comme seule boussole de réduire le carbone, et on sait que c'est essentiel. Mais si on n'embarque pas les populations, et dans les populations les plus fragiles, d'abord on n'invente pas les bonnes solutions. Ensuite, on est probablement moins innovant que quand on met aussi cette réalité-là dans l'exercice d'innovation. Et enfin, on ne passe pas le sujet au bon endroit. Regardez en haut, quand on parle d'inclusion et de notre sujet, c'est essentiel. Moi, je suis le local de l'étape, je vais essayer d'être court, je vois Jacques qui est là-bas, et Jacques, en général, c'est mon censeur parce que je suis toujours trop long. Il se trouve que je suis un peu le local de l'étape, Schneider Electric, dans l'heure, une personne sur 600 travaille chez Schneider Electric, et probablement quelques autres, en plus, 3 usines, un centre de logistique tout près d'ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui compte, c'est que dans ce département, l'heure, on trouve les salariés qu'il faut, on est avec les familles une vision de complément. Et alors moi j'ai toujours été impressionné que dans une usine, dans un lieu où Schneider Electric est présent, il y a des acheteurs qui sont en lien avec plein de petites PME locaux, il y a le RH qui recrute y compris de l'alternance, il y a le patron qui rencontre les autres patrons sur le bassin d'emploi à Vernon, à Passy, au Mont-le-Rocher, etc. Et puis il y a les acteurs locaux, puis les acteurs associatifs qu'on soutient par la fondation, mais tout ça n'est pas cimenté. Alors on a cimenté ça dans une association qui s'appelle Sans Chance, Sans Emploi, qui accompagne tous les ans 3000 jeunes pour les emmener vers une sortie positive, de manière assez simple. On dit à des tissus associatifs, dans un collectif qu'on a créé, en général dans chacun des 50 bassins, une trentaine d'entreprises, amenez-nous les CV de jeunes que vous rencontrez, parce que c'est vous qui les rencontrez, et puis faites le chemin avec eux pour nous dire comment on peut les aider. On a un moment, on crée des cohortes entre jeunes parce que quand on les fait s'aider les uns les autres, c'est comme ça qu'ils progressent le plus, même s'ils ont des profils très différents. Puis après, on les emmène le plus haut possible et ils jouent le jeu parce qu'ils sentent bien qu'ils sont le centre de la discussion. Ce n'est pas nous qui les insérons, c'est les jeunes qui trouvent leur chemin avec le soutien des adultes et des gens d'entreprise qui sont là. On l'a fait ici, on le fait dans d'autres lieux. Donc c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas avancer si les acteurs d'accompagnement ne se donnent pas la main. En général, on demande à un jeune, ceux qui le préparent, d'aller tout seul, le jeune, pour chercher son job, alors que par Sans Chance, Sans Emploi, l'important, c'est qu'on l'accompagne jusqu'au dernier moment, puis on lui donne un petit coup de main aussi, y compris dans son entretien d'embauche, parce que c'est dur de faire un truc comme ça quand on n'est pas avec tous les codes. Et en général, quand ça se passe comme ça, la reconnaissance de tous les acteurs est juste exceptionnelle. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est sûrement la meilleure manière d'intégrer au mieux des salariés dans un bassin d'emploi comme ici, pour que ça dure longtemps et pour être dans des lieux qui permettent à chacun de progresser, parce que quand on rentre dans la boîte, c'est pour faire des choses très différentes dans les années qui suivent. Vous mentionniez l'heure et ce caractère local. Édouard Henault, je me tourne vers vous. Transdev est très impliqué dans l'inclusion par la mobilité avec cette mission d'avoir des lignes de transport public efficaces et au bon prix pour tous. L'approche territoriale et sectorielle, en quoi est-ce que ça fait sens pour cette question d'inclusion? Ça a beaucoup de sens parce que notre métier d'abord, c'est de travailler à 95% avec les collectivités locales pour les usagers du territoire. Nous, on est présents sur l'ensemble des régions françaises. On a aussi la chance d'être dans 19 pays dans le monde et donc de pouvoir aussi s'imprégner de toutes les bonnes idées d'inclusion. On est aussi, de par notre métier, le transport de voyageurs, au cœur des enjeux de la transition énergétique, de la décarbonation. Et on sait que si on ne réussit pas cette transition écologique, on la réussira uniquement si elle est inclusive et si elle crée de la cohésion sociale. Donc, notre métier, tous les jours, de par notre credo qui est celle des mobilités du quotidien, celle pour aller au travail, celle pour aller faire du sport, mieux vivre ensemble, accéder à la culture, c'est clairement d'offrir des solutions de mobilité. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que
il y a un déficit terrible de solutions de mobilité dans les périphéries. C'est-à-dire aux abords des grandes agglomérations, des grandes métropoles, aux abords des villes moyennes, mais aussi en ruralité ou en semi-ruralité. Et l'objectif, c'est de créer de l'offre, parce qu'on peut se dire qu'il faudra laisser sa voiture pour réussir la transition écologique, parce que 83% des kilomètres du quotidien sont faits en voiture aujourd'hui, et ça représente 16% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc si on veut réussir ça, il faut embarquer tout le monde. Et on voit bien aussi qu'il y a toute une tranche de la population qui, on a parlé des gilets jaunes, maintenant on parle plutôt des extrêmes, ont des difficultés à accéder à l'emploi et n'ont pas les solutions de mobilité pour le faire, ou alors sont confrontés à un coût d'utilisation de la voiture quand ils en ont une, qui est difficile et difficilement acceptable même. Donc quand on réussit à mettre des solutions de mobilité en périphérie des grandes agglomérations, on fait du pouvoir d'achat, du gain de pouvoir d'achat. On permet aux gens éloignés de l'emploi de réussir à trouver de l'emploi. Et donc il y a quelques exemples comme ça qu'on pourrait citer. Par exemple, déjà dans les réseaux existants, d'afficher quand on est dans un bus, par exemple à Dunkerque, quand vous êtes dans le bus, vous avez l'affichage des emplois qui sont existants sur le trajet du bus, qui est les offres d'emploi. Donc ça, c'est déjà un élément pour permettre de saisir et d'y aller. On a des territoires comme le bassin minier, par exemple, ça c'est les Hauts-de-France encore, mais dans le bassin minier, on a créé une expérimentation pour créer à la fois du covoiturage, à la fois de l'apprentissage sur comment on utilise mieux les mobilités existantes, et puis également d'avoir accès à des véhicules pour 1 euro pour aller à son entretien d'emploi. C'est devenu un marché de la région Hauts-de-France et qui a été pérennisé parce qu'on a vu toute l'utilité pour permettre aux gens éloignés de l'emploi de rejoindre ces solutions et d'accéder à l'emploi. Et puis l'autre aspect, c'est les gens à mobilité réduite, ceux qui ont un handicap. Là aussi, on travaille. Donc on travaille avec des associations. Gilles parlait de 100 emplois, 100 chances, 100 emplois. On est évidemment dans l'aventure et on y travaille beaucoup. On travaille avec la BPI aussi sur comment on offre des solutions là où il y a besoin de réindustrialiser. Donc comment finalement on rend plus attractif encore un territoire en termes de réindustrialisation. Mais on peut aussi citer des partenariats qu'on a avec Handilab, par exemple, où on ne va pas juste faire un support financier, on va en fait financer des postes pour qu'il y ait des chercheurs qui travaillent sur des solutions encore plus inclusives dans les transports et dans les mobilités. Donc c'est tout un panel en fait d'actions qui sont mises en œuvre à la fois par les équipes et à la fois sur le terrain pour les collectivités. Et donc on travaille beaucoup avec les missions locales d'insertion, on travaille beaucoup avec toutes les associations et tout le tissu associatif. Dans les quartiers prioritaires de la ville, on est également très présent avec beaucoup d'actions parce qu'on a des territoires. Souvent, là, ce matin, on travaillait sur un projet sur un territoire qui concerne 7 quartiers prioritaires de la ville. Voilà. Donc il faut savoir être intégré dans ces tissus territoriaux et apporter des solutions qui sont adaptées. Et ça passe par finalement des nouvelles solutions aussi, du transport à la demande, très adapté, des solutions quand on veut faire périphérisantes de car express où vous allez pouvoir laisser votre voiture, économiser 200 €, gagner 11 heures par mois et finalement, par rapport à votre transport dans les bouchons. Et in fine, quand je dis bouchons, je ne parle pas que de Paris, je parle de Bordeaux, je parle de Nantes, je parle de toutes les agglomérations. Ou alors de mettre en place des solutions pour les personnes à mobilité réduite. À Toulouse, on fait l'ensemble des transports des personnes à mobilité réduite de la métropole. Alors, tout le sujet, c'est justement d'accompagner les publics les plus fragiles, les plus vulnérables, dans des transitions sur le logement, sur l'énergie, sur les transports, sur l'accès aux soins. Mais comment est-ce qu'on les cible de manière spécifique, avec des dispositifs qui sont précis? BNP Paribas, je me tourne vers vous, Antoine Cyr, qui est une entreprise forcément très engagée sur ces sujets. Pour limiter l'effet de double pénalité de pauvreté qui est pointé par Action Tank, ce surcoût qui peut aller jusqu'à 1 500 € à l'année pour des revenus, pour les foyers aux revenus les plus modestes, pour limiter
cet effet, comment est-ce que les entreprises peuvent agir, par exemple à travers leurs offres, leurs services? Alors, je crois que d'abord, ce dont il faut se rendre compte, c'est que l'une des raisons pour lesquelles l'inclusion sociale, c'est très important aujourd'hui, ça a été beaucoup dit, c'est la transition. Il y a une transition écologique qui peut apporter énormément d'opportunités de travail nouveaux, qui peut avoir plein de choses très positives dans la transformation de l'équation sociale du pays et des pays, mais c'est aussi quelque chose qui, si on ne fait pas très attention, peut exclure. Donc il y a cette transition, mais il y a aussi un autre phénomène qui est beaucoup plus rampant, beaucoup plus ancien, et qu'il faut avoir en tête, qui est que finalement, il y a une espèce de premiumisation du monde. C'est-à-dire que quand vous voulez avoir accès aux études, si vous n'êtes pas d'un certain niveau et si vous n'êtes pas accompagné d'une certaine manière, ça va être difficile. Si vous voulez avoir accès à des produits et à des offres, si vous n'avez pas un certain niveau de vie et si vous n'êtes pas capable de payer le meilleur service, ça va être difficile. Et finalement, tout ça fait qu'au bout d'un moment, du fait de l'action des entreprises, du fait de la façon dont ça se passe dans l'éducation, du fait de la façon dont ça se passe dans plein de domaines, vous avez des personnes qui ressentent et qui vivent en fait un sentiment de déclassement. Et donc, à un moment, il faut vraiment le prendre en compte. Il faut vraiment comprendre que ça existe. Donc, par exemple, la nécessité, à la fois bien sûr pour mettre en relation les entreprises et les jeunes, mais aussi très en amont dans l'éducation, d'accompagner les jeunes. Et là, il y a aussi des dispositifs dans lesquels il y a le monde associatif, le monde de l'entreprise et le monde public qui travaillent ensemble. Moi, je peux donner l'exemple de Télémac, qui accompagne des milliers de jeunes sur une période longue, en fait, du début du collège jusqu'au bac. Et en fait, ça repose vraiment sur le triptyque association, entreprise et public. Parce qu'il faut d'abord que l'école, que le collège, que les enseignants comprennent l'intérêt de cela et qu'ils acceptent qu'une association s'occupe finalement avec eux et dans la partie hors école de leurs élèves. Et en fait, beaucoup l'acceptent et ça se passe très bien et jouent en fait un rôle très dynamique là-dedans. Ensuite, il faut qu'il y ait une entreprise qui accepte de donner un mentor qui va accompagner le jeune pendant toute sa vie scolaire, et il faut qu'il y ait une association qui organise ça. Et le résultat, c'est qu'en prenant des jeunes de quartiers défavorisés, on a des taux de réussite au bac qui sont de 100% et des taux de mention qui sont de 85%, très supérieurs à la moyenne nationale. Donc ça, c'est un des éléments de cette premiumisation que je mentionnais, qui est la dimension éducation. Et puis ensuite, dans un registre tout à fait différent, mais en fait pas si différent que ça, il y a l'accès à des biens et à des services qui permettent de vivre normalement. Et si vous prenez par exemple la dimension bancaire, on peut faire deux choses. D'abord, on peut faire attention à ce que tout le monde puisse réellement avoir une carte bancaire et la possibilité de déposer son salaire, ou son RSA ou toute autre allocation, même s'il a été interdit bancaire. Et c'est ce qu'on a développé avec Nickel, qui est une offre de BNP Paribas, qui a aujourd'hui du groupe BNP Paribas, mais qui ne passe pas par nos agences, qui passe par les buralistes, et qui permet aujourd'hui à 3 millions de personnes d'avoir aucun problème pour percevoir leur salaire, percevoir leurs allocations et payer leurs factures, alors même qu'ils peuvent avoir été interdits bancaires pendant 10 ans. Ça n'est pas quelque chose qui va empêcher l'ouverture d'un compte Nickel tel qu'il est organisé. Et je crois que c'est quelque chose qui fonctionne à la satisfaction générale. Et puis, il y a le fait, et Jacques Berger de l'Action Tank Entreprise et Pauvreté est là dans la salle, il y a le fait que pas mal d'entreprises ces dernières années se sont organisées pour faire des offres sous conditions de ressources.
parce que finalement, avoir accès aux aliments pour bébés dans les conditions de prix classiques, c'est pas évident. Avoir accès à une automobile dans les conditions de prix classiques, c'est pas évident. Avoir accès à la téléphonie dans les conditions de prix classiques, c'est pas évident. Et puis, finalement, il existe pas mal d'offres sous conditions de ressources. Les entreprises ont déjà commencé à réfléchir à ça, mais ces offres ne sont pas toujours connues des personnes qui pourraient en bénéficier. Et là, avec l'aide de Jacques et du collectif pour une économie plus inclusive, on s'est rendu compte que la banque pouvait jouer un rôle, puisque nous, on a une législation qui nous oblige à identifier les clientèles les plus fragiles, qui nous oblige à leur proposer une offre bancaire, et là je parle cette fois-ci du réseau bancaire BNP Paribas classique, qui nous oblige, mais c'est une obligation qu'on remplit, je dirais, de bon cœur, à les identifier pour qu'ils aient un package bancaire plus économique. Et en fait, quand on a identifié ces personnes, aujourd'hui, on leur pousse une plateforme Internet qui s'appelle Axel et qui leur permet d'identifier toutes les offres sous conditions de ressources qui sont proposées par les entreprises que je viens de citer et par d'autres, mais aussi à des associations comme Crésus qui vont les aider à gérer leur budget ou éventuellement, s'ils ont un microcrédit professionnel, à travailler avec des gens comme l'ADI, enfin un certain nombre de choses. Et donc je pense qu'il faut vraiment que les entreprises soient conscientes de la nécessité. Je vois que Stéphane Layani est là aussi. Moi, on travaille avec une association qui s'appelle VRAC et qui aide les personnes les plus défavorisées à avoir accès à une alimentation de qualité dans de bonnes conditions. Je crois que c'est notre sujet à tous, et je crois qu'aujourd'hui, il commence à y avoir une vraie prise de conscience, et plus on la rendra visible, et plus on aura une exigence dans ce domaine, et je pense que plus ça va se produire. Laurence Perrault, oui. J'aimerais me tourner vers vous pour cette question de la mesure, parce qu'on a on peut mener plein d'actions, mais derrière, comment est-ce qu'on les quantifie? Pourquoi est-ce que des indicateurs de performance sont nécessaires pour mesurer l'inclusion? Alors ça, à mon avis, c'est un des cœurs du sujet. Et pour ça, d'ailleurs, je voudrais revenir sur le thème finalement qu'on a choisi ensemble dans le groupe de travail. On n'a pas choisi de simplement parler d'inclusion, et Dieu sait que c'est important pour tout ce qu'on vient d'entendre, mais on a choisi de pousser le bouchon en disant qu'il faut qu'on parle de modèle d'affaires inclusif. Et si on parle de modèle d'affaires inclusif, alors on peut commencer à transformer le système. Et quand on dit modèle d'affaires inclusif, ça veut dire qu'il faut qu'on mette dans la stratégie de nos entreprises, au cœur de l'action, l'inclusion, et pas simplement quelque chose à part que l'on fait, parce que c'est bien de le faire, mais que du coup, ce n'est pas au cœur du business. Et là, moi, j'ai peut-être 2 exemples à partager avec vous. Quand on était chez Danone, vous savez que c'est le double projet économique et social. Il faut faire à la fois de l'économique et du social. Et ce qu'on a réussi à faire à ce moment-là, alors c'est ma minute publicitaire totalement gratuite, puisque je ne travaille plus chez Danone depuis quelques mois, c'est qu'on a mis en place une gouvernance qui permettait chaque mois de présenter les résultats, à la fois les résultats économiques et les résultats financiers, extra-financiers. Présentés, on en a parlé d'ailleurs avec le directeur financier de L'Oréal ce matin, présentés par le directeur financier. Parce qu'on a considéré qu'augmenter nos parts de marché, notre rentabilité sur les yaourts, c'était bien, mais piloter également toutes les transitions qu'on avait à piloter, il fallait aussi le mesurer chaque jour. Et pourquoi je parle de gouvernance et pourquoi c'est important? Parce que quand vous faites ça, c'est au cœur des décisions que vous prenez. Je continue ma minute publicitaire. Quand nous décidons de lancer le SKIR, alors je parle sous le contrôle de Sachant, et je vois que Flore Cholet est là, puisque c'est une des spécialistes de l'agriculture régénératrice. Quand vous lancez un SKIR, il faut 5 litres de lait pour 1 litre de lait normal pour un yaourt. Or, quand vous travaillez chez Danone, si mes chiffres sont encore bons, 70% de l'empreinte carbone, c'est l'amont agricole. Donc quand vous décidez de lancer le SKIR parce que c'est bon pour la santé et que c'est un marché à 2 chiffres, la question que l'on se pose, parce qu'on l'a mis en gouvernance, est-ce qu'on accepte de faire de la croissance au détriment de la dégradation de l'impact carbone? Donc quand vous le mettez en fait au cœur de la gouvernance, alors les questions se posent. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc évidemment, on lance le SKIR parce que c'est un bon produit et c'est un marché de croissance. Et on se pose la question de comment, par ailleurs, on récupère la dégradation de l'empreinte carbone sur le sujet. Et du coup, ça devient un sujet de gouvernance, c'est un sujet de décision et au plus haut niveau.
Deuxième sujet, par exemple, et je remercie Antoine d'avoir ouvert la voie. Olem, donc je m'occupe des entreprises de médicaments. Nous venons d'annoncer que nous créons, grâce à ton initiative, cher Antoine, une direction de l'engagement. Parce qu'en fait, tous les sujets dont on se parle, il faut les placer très haut. Et on n'est pas là simplement pour, et c'est hyper important de faire toute notre transition, c'est une question d'engagement. Et on en a parlé ce matin, et d'ailleurs Alexandra Palt, à juste titre, nous a interpellés. Ce n'est pas simplement une question d'avoir la bonne régulation, ce n'est pas simplement le fait de faire les choses, c'est d'avoir une vision du monde dans lequel nous voulons vivre. Et donc, depuis quelques jours, nous avons annoncé que pour, en tout cas, les entreprises du médicament, nous créons cette direction pour montrer à quel point nous sommes engagés, parce qu'il faut tout faire. Il faut et soigner les patients, et il faut aussi que les entreprises soient en conditions économiques pour pouvoir proposer les traitements. Et c'est cette tension qui est difficile, et il faut donc le mettre et en gouvernance, il faut avoir les outils de mesure, parce qu'on le sait, moi j'aime bien, c'est une phrase un peu magique, mais elle marche quand même, que ce qui ne se mesure pas n'existe pas, donc il faut absolument l'inscrire dans les gouvernances de nos organisations. Oui, j'allais dire que ça rejoint la première question aussi du public, mais à laquelle on peut réagir sur l'impact de l'inclusion aussi sur l'entreprise. D'ailleurs, il y a une deuxième question qui est au sujet de la redistribution de la richesse et voilà, comment est-ce qu'en réalité on peut aller encore plus loin, y compris avec des outils financiers, pour mieux redistribuer. Antoine, peut-être une réaction ? Alors d'abord, plusieurs réactions. D'abord, il y a un secteur qui joue aujourd'hui un rôle absolument fondamental dans cette redistribution, qui a besoin d'être aidé, qui a besoin d'être renforcé, qui est celui de l'économie sociale et solidaire. C'est une part extrêmement importante de l'emploi dans le pays. Il y a un certain nombre de régions, il y a un certain nombre de villes, il y a un certain nombre de villages où l'économie sociale et solidaire est absolument décisive. Il faut vraiment ouvrir les yeux sur l'importance de ce secteur. Aucune limitation de statut, que ce soit parce qu'on est une entreprise capitaliste ou parce qu'on est l'administration ou parce qu'on est qui vous voulez, n'est acceptable. L'économie sociale et solidaire doit être un partenaire très important, et c'est un partenaire dans lequel il y a aujourd'hui un dynamisme très important. Donc l'économie sociale et solidaire, oui, il faut qu'elle ait plus de moyens financiers, parce qu'elle assure une grande partie de l'accompagnement et de la redistribution dans cette période de transition, parce que les moyens financiers, ça ne consiste pas à déposer des billets sur les tables. Il faut qu'il y ait des gens qui soient organisés pour les distribuer. Donc il y a un moyen qui existe, qui est celui de l'administration publique, qui est celui de la subvention. Néanmoins, on sait aujourd'hui que l'efficacité de ces dispositifs se heurte à une espèce de logistique du dernier kilomètre qui est extrêmement bien réalisée par l'économie sociale et solidaire. C'est pour ça, par exemple, que nous, chez BNP Paribas, il y a 10 ou 15 ans, on n'était pas très bien équipés pour accompagner ces entreprises, ces associations. On les accompagnait, je dirais, peut-être même beaucoup moins bien que les entreprises. En plus, quand elles arrivaient avec cette vocation sociale et solidaire, on ne comprenait pas toujours, en tout cas localement, ce que ça voulait dire et tout ce que ça voulait dire dans le monde actuel. Et donc, on a développé un dispositif qui s'appelle Act for Impact, dans lequel on a plusieurs centaines de collaborateurs qui, dans tout le pays, sont spécialement formés et entraînés pour accompagner les entreprises sociales et solidaires avec des objectifs, des modèles économiques. Et quand je dis modèle économique, ce n'est pas un gros mot, c'est un modèle de gestion, mais évidemment que le but d'une entreprise sociale et solidaire, c'est de faire le bien, et donc qui ont des modèles pour accompagner ces entreprises, pour les avoir comme clientes et pour les financer dans les meilleures conditions possibles. Et puis, il y a aussi des outils financiers qui sont en train de se développer, comme par exemple le contrat à impact. Le contrat à impact, c'est une opération dans laquelle une collectivité constate qu'il existe un problème, constate que ce problème peut être résolu par l'action de terrain d'une association, et à ce moment-là, on va chercher un investisseur qui va investir
dans l'association, qui va aider l'association à passer à l'échelle. Et en fait, l'investisseur sera remboursé si on constate que le travail de l'association a permis de résoudre le problème et de générer une économie pour la collectivité. Et donc là, il faut qu'il y ait un assembleur qui fasse le travail. Et là, en l'occurrence, c'est la banque qui le fait. BNP Paribas, on a fait énormément de contrats à impact. Et notre travail consiste à organiser le fait qu'on va vraiment s'assurer que le travail de l'association a réellement conduit à améliorer la situation. Ça peut être une situation d'emploi, ça peut être une situation de santé, ça peut être une situation d'accès à la mobilité des plus défavorisés. Et lorsqu'il est avéré, on a même mis avec nos amis de la Caisse des dépôts qui étaient là tout à l'heure en place une méthodologie qui s'appelle MESIS. Et donc ce travail consiste en fait à équiper un investisseur pour surveiller non pas son rendement financier, mais son rendement social. Et donc c'est très innovant. Bien sûr que si on veut que ça passe à la très grande échelle, il faudra que ça connaisse encore des évolutions et encore beaucoup d'expérimentation, mais c'est quelque chose qui fonctionne déjà assez bien. On a notamment des collectivités qui sont opératrices avec nous de contrats à impact, et je crois que c'est quelque chose qui porte un véritable avenir. Gilles, vous avez Schneider Electric depuis un certain temps et sur le collectif pour une société plus inclusive que vous présidez, le collectif pour une économie plus inclusive. Comment est-ce que vous êtes impliqué sur ce sujet au travers de ce collectif qui implique aussi, on l'a vu, Transdev? Est-ce que sur le sujet de la mesure, le rendu opérationnel de cette mesure, donc comment est-ce qu'on la met en pratique derrière, vous avez des exemples, des illustrations? Gilles, s'il vous plaît, dans le micro, vraiment proche du micro. Voilà. Merci. À écouter tout ce qu'on est en train de se dire là, et puis avec cette question, ça m'a amené une image qui marche pour les entreprises, mais qui marche pour chacun d'entre nous. Parce qu'au fond, les entreprises, c'est quand même beaucoup nous. C'est facile de parler des entreprises sans parler des hommes et des femmes, et de toujours penser qu'aux dirigeants et pas à tous ceux qui les composent. J'ai pensé au colibri. Tu sais, le colibri, là, ce petit oiseau qu'on prend toujours en disant « Oh là là, moi je fais le colibri, le climat va pas bien, je fais ma part ». Je suis toujours impressionné de dire que j'ai jamais entendu cette situation-là et cette phrase-là sur l'inclusion. Il y a 400 enfants qui sont rentrés à Paris à l'école il n'y a pas beaucoup de semaines et qui dorment dans la rue. Il y a 20 millions de plus d'enfants qui travaillent depuis le début du Covid. Et au fond, on n'a pas pu utiliser la même formule en disant on a chacun à nous de faire le colibri pour que la société soit plus inclusive. Pourquoi donc on devrait faire le colibri pour qu'elle s'occupe plus du climat? Et c'est super bien de le faire continuons. Et pourquoi on ne se sent pas tous co-responsables de faire que ça aille un peu mieux pour ceux pour qui c'est un peu plus rude, d'autant qu'on ne sera pas demain qui nous sommes si nous ne sommes pas avec eux. C'est vrai de nous individus et c'est vrai de nous sociétés et nous entreprises. Et donc il me semble qu'on a tous à poser cette question-là, qui nous touche individuellement, parce que pour le climat, on ne peut sûrement pas prendre l'avion et faire un petit peu de bien au climat, mais on voit bien tout l'enjeu macro. Par contre, pour les gamins qui couchent dehors ce soir, dans Paris, on a probablement... Imaginons qu'on prenne 2 heures de plus tous ensemble ici et qu'on se dise, trouvons une solution sur ce sujet, il est même probable qu'on la trouve. Et on ne va pas le faire. Alors que pour le climat, on est prêt à faire plein de trucs sur le sujet. C'est super. À nouveau, ne me faites pas dire qu'il ne faut rien faire pour le climat, c'est l'affaire du siècle. Et moins on fera pour le climat, plus il y aura de gens à inclure, parce que plus il y aura de gens, et c'est eux qui peinent le plus dans le monde, y compris en France, quand ça va mal. On a parlé dans le passé, ça touche Schneider Electric, beaucoup de la précarité énergétique en considérant qu'elle était simplement l'hiver. Il y a aujourd'hui une précarité énergétique d'été pour les gens qui habitent dans des passoires,
où il fait très 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 chaud et où c'est insupportable et c'est souvent les plus pauvres. En tous les cas, ce que je veux dire là, c'est que chacun d'entre nous, on doit s'intéresser à la question de l'inclusion, pas pour les autres, pas parce qu'ils ne sont pas très nombreux, pas parce qu'on doit le faire, parce qu'on a un sens éthique, religieux ou ce qu'on veut, mais parce qu'on ne sera pas une société sans eux et que la société se cassera la gueule s'ils ne sont pas avec nous dedans. Ça ne sert à rien de faire une maison hyper intelligente pour qu'elle soit encore mieux, si le matin, quand je me lève, je suis obligé de passer sur quelqu'un qui dort dans son carton au pied. On voit bien que cette société-là, il suffit de la dessiner pour le dire qu'elle emmène nulle part. Donc il faut qu'on se relève les manches et qu'on soit les colibris sociaux, individuellement et collectivement. Premier sujet. Non, mais je ne veux pas qu'on applaudisse, seulement qu'on fasse quelque chose tous ensemble. Merci. Premier sujet. Deuxième sujet, le collectif pour une économie plus inclusive. Eh ben, c'est un sujet qu'on essaye de prendre au niveau des patrons des grosses boîtes. Les 38 patrons qui sont là représentent 2 millions d'emplois directs en France. Et au niveau du territoire, on a une vingtaine de territoires aujourd'hui. Il y a évidemment la plupart des acteurs qui sont ici, en tous les cas autour de cette table, tout le monde y est. Et voilà, c'est l'idée de se dire que ce n'est pas qu'une question, l'inclusion, qu'on va traiter au fin fond de l'entreprise, là où on est à l'endroit où on rencontre les gens qui vont moins bien. C'est une question qu'on doit déjà traiter en haut, aux côtés de la stratégie, de la même manière qu'on traite la question du climat à cet endroit-là. C'est difficile, on progresse, on est loin du succès, mais globalement, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher le cap. Il faut se réinventer. Et au fond, les entreprises, même les plus puissantes aujourd'hui, elles ont à se réinventer. Ces 38-là, on dit, oh là là, pour elles, tout va bien. Mais prenez un journal d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, vous verrez le nombre de boîtes du CAC 40 qui ont disparu. Vous verrez le nombre de ces géants qui, le jour J, quand ils étaient dans la liste, on disait alors eux, c'est pour toujours, quoi. Oui, ben non. Voilà. Et donc, on doit se réinventer. Et j'ai le sentiment, et c'est une nouveauté par rapport aux 20 dernières années, qu'on ne se réinvente pas seulement à cause de l'environnement ou grâce ou en réponse aux enjeux environnementaux, mais si demain on veut se réinventer, alors même que la société est une affaire d'entreprise, alors même que les entreprises ont un intérêt objectif du territoire où elles font leurs affaires, parce qu'on ne va pas bien dans un territoire qui ne va pas bien, on essaie de faire ce collectif qui s'intéresse à la question de l'inclusion dans l'entreprise, des achats responsables et comment, par nos achats, on peut aider le SS, l'achat local, les structures avec des personnes en situation de handicap, et puis ce modèle d'affaires dont on vient de parler et qu'on travaille avec l'Action Tank. Donc voilà, je crois qu'il y a une question de cohérence et de continuum. Ce sujet-là, c'est pas je fais un jour un don parce qu'on m'a fait la manche, c'est je serai moi-même l'entreprise qui contribue au bien commun, puisqu'on se l'est tous joué en écrivant une raison d'être des plus jolies. Ben, une raison d'être, si elle tient la route, il y a quelque chose qui s'occupe de l'humain dedans, et quand on s'occupe de l'humain, on donne un coup de main à celui qui a besoin de nous pour mettre le pied à l'étrier. Et vous verrez, quand dans nos boîtes on en aura plus, on a une grande politique handicap, par exemple, chez Schneider Electric, etc., c'est quand même les lieux où on accroît la fierté d'appartenance dans l'entreprise. Parce que ça, c'est de la réalité, quoi. Quand on accompagne quelqu'un par apprentissage, quand on accueille quelqu'un qui est plus loin de l'entreprise et qui va y être plus fidèle parce qu'il sait bien ce que l'entreprise a fait pour lui, il y a quelque chose qui se passe. Je ne suis pas en train de faire fleur bleue, je vois bien que c'est difficile, je vois bien qu'on n'y arrive pas, je vois bien que ce n'est pas au top niveau des agendas de nos boîtes, la mienne compris, mais globalement, si tous ceux qui y croient un peu et qui applaudissent trouvent qu'il faut le faire, on le fera un peu mieux. Je profite, alors je vois qu'il y a un certain nombre de questions du public que je vais regrouper, il ne reste plus que 5 minutes. Dans tout ça, moi ce que j'entends, c'est un sujet de culture aussi, c'est un sujet de changement des profils qui sont ceux qui aujourd'hui sont à la tête des entreprises peut-être. Est-ce qu'on a besoin d'un shift culturel, Laurence, et ça fait le lien aussi peut-être avec cette question de ne pas laisser de côté d'autres sujets que la pauvreté, mais y compris la parité, des diversités au pluriel, la question de l'âge. Est-ce que c'est la culture qu'il faut changer? Et où, à quel niveau? Non, mais c'est ce que nous dit Gilles. Il y a un moment, et il faut qu'on bascule nous aussi. Et c'est marrant, la question qui est posée sur est-ce que du coup on va laisser tomber la parité? Alors c'est un sujet qui me tient évidemment à cœur. Quand moi j'ai bossé sur le sujet il y a plus de 10 ans maintenant dans la banque, de ceux qui ne mesurent pas n'existent pas, on a créé Financiel, cette formidable fédération des femmes de la finance, parce qu'on s'apercevait alors que nous partîmes 50-50 et nous arrivâmes 90-10. Au mieux, quand nous arrivâmes. Et quand on a commencé à poser les chiffres, il y a une espèce de prise de conscience.
Alors c'est beaucoup plus grave ce que tu viens de dire probablement que ce qui était la situation pour les femmes à l'époque, mais si vous vous souvenez, en tout cas moi qui étais en charge de programme sur le sujet pour Barclays et dans le monde, on avait quand même osé me dire à l'époque, Laurence, tu as raison, mais il faudrait que d'abord tu nous prouves la valeur que ça peut apporter aux entreprises d'avoir des femmes au plus haut niveau. Donc je me souviens d'avoir dit, tu te moques de moi. En fait, on ne se moquait pas de moi et on s'est remonté les manches, comme tu le dis pour le colibri et notre voisin qui dort dans son carton. C'est qu'on a dû monter des études pour prouver que économiquement, ça valait le coup. Je pense qu'on a fait du chemin, et tant mieux, il y a du chemin à faire. Donc c'est pour dire que, et je reviens sur notre sujet aussi de cet après-midi, c'est pour ça que dans le groupe de travail et dans les propositions que nous faisons, notamment pour rendre nos modèles plus inclusifs, il faut qu'on crée ces nouveaux indicateurs. Je pense que sur le carbone, sur les transitions, on a fait du chemin, pas assez, mais c'est dans les entreprises. Comment créons ensemble des indicateurs sur l'inclusion qui vont nous permettre de nous mettre au travail pour de bon. Le temps file. J'aimerais revenir sur une question qui était la première, je crois, posée par le public et laisser Edoreno s'exprimer là-dessus. Parce qu'on parle beaucoup de cette action top-down qu'on peut avoir de l'entreprise vers les publics qui sont en difficulté. Mais à l'inverse, on parle de ce que ça apporte aussi à l'entreprise. Alors il faut parfois le démontrer. Mais qu'est-ce que vous constatez de ça, du fait que l'inclusion peut avoir comme bénéfice au sein de l'entreprise? En une phrase, Edouard. Une phrase. Alors, on ne se réinvente pas, mais on s'invente de manière permanente. Nous, on a 32 000 salariés en France, donc on est exactement à l'image de la société. Donc, à l'intérieur même de nos équipes, nous avons des gens en situation de précarité, des familles en situation de précarité. On est évidemment très ciblé sur l'objectif homme-femme, mais je suis d'accord avec vous, il faut qu'on aille un cran plus loin et on est en train de travailler sur un indicateur diversité, inclusion. On a la chance d'être dans le groupe de travail, le collectif des entreprises les plus inclusives. Et moi, j'ai eu le plaisir, par exemple, de vendre à mes collègues ce qu'on avait imaginé et mis en place pour les arrêts pour l'emploi, les cars pour l'emploi, pour aller avec des cars directement dans les villages, dans les villes, pour recruter des gens, identifier les compétences de gens qui s'ignoraient dans la capacité à occuper des emplois chez nous. C'est une initiative qu'on a montée, qui a été ensuite partagée avec Engie, partagée avec Equance. Et donc on est en capacité de faire tout ça ensemble. On forme aujourd'hui, en une phrase, aussi nos collaborateurs à recruter de manière inclusive. Et pour rajouter ce qu'on disait, l'ESS et les achats inclusifs, 35% des achats de Transdev aujourd'hui en France sont faits de manière inclusive. Et je peux vous garantir que dans tous les pays du monde, c'est un sujet. C'est, par exemple, adopter le logo comme en Australie, ils le font le jour de la Gay Pride. Enfin, on a plein de sujets comme cela qui nous font évoluer et qui nous font finalement inventer de nouvelles manières de travailler. Mais à l'image de la société, avec 13 millions de gens en situation de précarité en France, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que d'être au plus près et de jouer notre rôle d'entreprise responsable. C'est formidable. Vous allez voir qu'on va même inclure des fonctionnaires, des très hauts fonctionnaires dans le débat cet après-midi, et grâce à vous. Merci Jules, merci à tes orateurs.